On commence là avec notre présentation d'aujourd'hui. Je vais en mode de présentation. Présente. Et on y va. Allô? Vous me suivez bien? Vous me recevez bien, non? Oui, très bien, très bien. C'est super. Donc, allons-y avec notre présentation de notre conférence d'aujourd'hui. Les principales erreurs financières des Africains en Europe. Déjà la semaine passée, nous avons eu notre conférence concernant, n'est-ce pas, les 13 métiers de crise qu'on peut faire en général en parallèle du boulot. Aujourd'hui, nous enchaînons donc avec, comme promis, les principales erreurs financières des Africains en Europe. Donc, nous y allons. Je vous présente déjà le contenu. On va aller pas à pas avec, comme d'habitude, les agréments et disclaimers. Ensuite, on va essayer de faire un centrage sur le sujet, puisque le sujet en lui-même est inépuisable. Nous allons aller à la définition de ce que c'est qu'une erreur financière. Nous allons maintenant, à partir de là, entrer en détail, pas à pas, et concrètement montrer les erreurs en question. Ensuite, on va faire un résumé et on va aller dans des exemples pratiques. Donc, je ne sais pas qui a mis la caméra là, mais je proposerais que vous arrêtiez la caméra. Puis je suis en train de faire un off-stage, non? Je suis en train d'enregistrer. Donc, de peur, n'est-ce pas, d'avoir l'image vidéo à l'intérieur, n'est-ce pas? Voilà, merci. Donc, allons-y. Agrément et disclaimer, comme d'habitude, cette conférence est enregistrée. En participant à cette conférence, vous acceptez son enregistrement. La conférence sera mise sur YouTube après. Un disclaimer de ma part aussi, je ne suis pas conseiller fiscal, ni expert comptable, ni expert boursier, ni expert, ni un vrai véritable expert comme Bauer Sachverständige par exemple. Ça, je ne le suis pas. Donc, ce que je donne ici, c'est en principe mes connaissances que j'ai eu à rassembler ici et là de par mon expérience. Il peut y avoir, n'est-ce pas, des choses qui sont pas vraies, peut-être fausses ou plus actuelles dans ce que je vais présenter tout de suite. J'ai aussi ajouté un petit disclaimer en allemand là. C'est pour la formalité déjà. Donc, allons-y maintenant directement avec le premier point de l'inéluctabilité du sujet, obligation de centrage. En principe, le sujet en lui-même, principales erreurs financières africaines en Europe, c'est un sujet sur lequel on peut débattre et discourir pendant longtemps. Il est donc important de faire un centrage qui va considérer le groupe que nous sommes. Hein, la plupart d'entre nous sommes en Allemagne et la plupart d'entre nous sommes des jeunes Africains. Et je propose donc dans cette conférence qu'on se centre déjà sur ce groupe-là et qu'on aille pas à pas en ce qui concerne les erreurs, n'est-ce pas, de ces groupes d'Africains-là, les erreurs financières. Hein. Maintenant, allons-y avec la définition déjà. Qu'est-ce qu'une erreur? Donc, lorsqu'on va dans notre dictionnaire Larousse, une erreur est définie comme un état d'esprit qui se trompe, qui prend le faux pour le vrai. Qui prend le faux pour le vrai. Nous allons à la deuxième définition, à la seconde définition, mot finance. Qu'est-ce que ça signifie finance? C'est la science de la gestion des patrimoines individuels, des patrimoines d'entreprise, des deniers publics, des gestions, science de la gestion. Qu'est-ce que signifie gérer? Que signifie gérer? Gérer signifie administrer une fortune, un bien conformément aux intérêts de celui qui les possède. Donc ici, on parle vraiment d'intérêt. Hein, intérêt, voilà, quand on parle d'intérêt en principe, on parle de synonymes, c'est souvent des plus-values. On peut donc retenir comme définition pour notre contexte, nous pouvons retenir qu'une erreur financière, c'est se tromper dans la création de l'administration et ou l'augmentation du patrimoine individuel. C'est cette définition-là avec laquelle nous allons continuer dans cette présentation. Donc, premier point, question centrale. Où se trompent les jeunes Africains dans la création de l'administration de leur patrimoine individuel? Nous allons prendre le premier point. Le premier point, à mes yeux, concrètement, c'est changer d'orientation. Pour ceux, par exemple, qui arrivent en Allemagne, et on verra des exemples plus tard, ceux qui arrivent en Allemagne et qui décident tout simplement
changer d'orientation, des gens qui viennent par exemple avec des cautions comme étudiants et décident à un moment de leur parcours, très au début en général, de changer d'orientation, d'aller tout simplement faire une formation. Les données que nous avons rassemblées ici nous prouvent que celui qui change cette orientation-là a concrètement, financièrement, un désavantage énorme. Et vous voyez le tableau que je partage ici, la différence entre quelqu'un qui a étudié et quelqu'un qui n'a pas étudié en Allemagne. En termes de salaire, la différence se chiffre vraiment à plusieurs dizaines voilà, jusqu'à plusieurs dizaines de milliers d'euros, surtout le long de la carrière. Ça ne signifie pas que celui qui fait une formation ne touche pas bien. Il touche un salaire pas non négligeable, mais en principe, celui qui a fait une étude en général a concrètement un revenu beaucoup plus intéressant. Je continue donc très rapidement sur le même point, changer d'orientation. Qu'est-ce que ça coûte à la fin, hein? Celui qui, si on prend deux jeunes hommes, l'un fait une formation, l'autre fait l'étude, fait les études, va à l'université et tout, à la fin de leur carrière, quelle est la différence en termes de revenus? Donc, la source que nous avons retenue ici, c'est le Handelsblatt, c'est du Handelsblatt. Cette source-là nous dit très clairement que celui qui a fait des études à la fin de sa carrière a touché 50% à peu près, 50% plus que quelqu'un qui n'a pas fait d'études. Donc concrètement, pour celui donc qui a le choix au départ de faire des études, il devrait tout faire pour pouvoir les conduire à bout, les mener à bien, et concrètement les achever aussi, même si c'est en 2 temps. Hein. Quelqu'un peut aussi dire, ok, je commence par une formation, le temps, je travaille un peu et en parallèle, maintenant, je fais une étude. Ça, c'est aussi quelque chose qui est assez faisable et qui est tout à fait louable. Et ici, je dois préciser qu'ici, on parle principalement de quelqu'un qui considère une carrière en tant qu'employé. En tant qu'employé, pas en tant, par exemple, qu'entrepreneur. On parle vraiment de l'emploi ici. Ça, c'est le premier point. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ce point? Là, je continue avec le deuxième grand point. Le deuxième grand point, en fait, c'est là où les jeunes Africains se trompent souvent en Allemagne, c'est une erreur de compréhension du système capitaliste. C'est-à-dire que les uns et les autres ne comprennent pas qu'actuellement, nous sommes dans un système capitaliste et que celui-ci répond à un certain nombre de critères et qu'il faille se comporter d'une certaine manière dans ce système-là. Allons maintenant à la définition même de ce que c'est que le capitalisme. Ce qu'est le capitalisme. Le capitalisme, d'après une définition marxiste, et ça je tiens à le préciser, j'ai pris cette définition expressément dans la mesure où si vous voulez connaître quelqu'un, vous n'allez pas voir ses amis pour comprendre la personne, mais vous allez, vous pouvez muter le microphone, hein, c'est pas difficile, je vais le faire là même. Oui, pardon, mutez pour moi, s'il vous plaît, j'arrive pas. Merci. Okay, pas de problème. Je le fais là rapidement. Oh, là, c'est muté. Vous pouvez enlever la caméra là. Ça ne va pas. Je suis en train de faire une présentation live là et vous allez être coupé dans la vidéo qui sera sur YouTube plus tard. Donc, veuillez, s'il vous plaît, couper la caméra. Je continue donc sur le deuxième point, erreur de compréhension du capitaliste. Et je disais justement, pour bien comprendre le capitalisme, il faut aller prendre une définition que les critiques du capitalisme ont donnée. On parle la principale critique du capitalisme qu'on connaît, qui est le plus célèbre en tout cas, c'est Karl Marx. Karl Marx, qui dit du capitalisme, il dit c'est un régime politique, économique et social dont la loi fondamentale est la recherche systématique de la plus-value grâce à l'exploitation des travailleurs par les détenteurs de moyens de production en vue de la transformation d'une fraction importante de cette plus-value en capital additionnel, source de nouvelles plus-values. Donc, j'ai mis en orange ici la partie, n'est-ce pas, qui nous intéresse le plus pour cette partie, n'est-ce pas, de la présentation. C'est la recherche systématique de la plus-value grâce à l'exploitation des travailleurs par les détenteurs de moyens de production. Donc, par définition, même le système qui est en place et dans lequel on est ici, hein, c'est un système où on veut
voilà, où les employés sont exploités tout simplement au maximum. C'est de ça qu'il s'agit. L'employeur, donc, fait tout pour réduire au maximum les charges. Les charges, en principe, ce qui fait partie des charges, c'est les salaires. Hein. Il doit les réduire au maximum, ou s'il ne peut pas les réduire, les geler à un certain niveau, et par là même maximiser les bénéfices. Voilà. L'employé, donc, qui est intelligent, doit donc s'organiser à son niveau, en privé, pour concrètement ne pas se faire exploiter au maximum, mais tout à fait tirer son épingle du jeu, c'est-à-dire essayer de toucher le maximum. Et ça se fait en général par un plan de carrière. Plan de carrière, on va voir plus tard concrètement à quoi ça peut ressembler. Donc, la résumé de cette page principalement, c'est de dire il faut bien comprendre le système dans lequel on est. Si on l'a compris, on a déjà un avantage concret par rapport à ceux qui n'ont pas compris le système. Donc, je continue. On y va. Les sources que nous avons retenues ici nous font comprendre concrètement que il y a une différence terrible entre ceux qui font un plan de carrière dès le départ, hein, c'est-à-dire avant de commencer des études, ils analysent le terrain et disent ok, dans quelle direction il faut se lancer, qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualification pour pouvoir maximiser son salaire, quelle formation il faille faire, quel choix de spécialisation il faille faire. Donc, en considérant un certain nombre de critères que j'ai listés ici, on peut avoir jusqu'à 3,6 fois plus de salaire en tant qu'employé. Étant, comme je dis, deux personnes, l'un qui a un plan de carrière, l'autre qui n'en a pas un, ils peuvent avoir à un certain moment jusqu'à 3,6 fois plus de salaire. Et là, nous avons une source, n'est-ce pas, qui le démontre tout à fait. Donc, je pense que la différence est tout à fait notable. Ce n'est pas simplifiable. Donc déjà, en résumé pour cette page, il faut se préparer dans le système capitaliste, quand on est employé en tout cas, de manière à maximiser aussi ses revenus en se préparant bien avant, en faisant un plan de carrière, en comprenant où, dans quelle direction le système, n'est-ce pas, paye le mieux, et voir dans quelle mesure pousser dans cette direction-là. Des questions par rapport à ce point? Alors, on y va. Troisième vraiment point important pour cette présentation, c'est toujours une mauvaise compréhension du système capitaliste dans le cas d'espèce et le fait, n'est-ce pas, n'ayant pas compris le système capitaliste, de ne pas utiliser l'âme principale, à mes yeux, l'âme principale du capitalisme qui est concrètement l'investissement. J'y reviendrai. Définissons, n'est-ce pas, revenons sur la définition du capitalisme en faisant un focus sur le but du capitalisme. Le but du capitalisme, et c'est ce que j'ai marqué là en orange, c'est le but concrètement, c'est la transformation d'une fraction importante de la plus-value en capital additionnel, source de nouvelles plus-values. Le but donc, c'est de créer de la plus-value pour la plus-value, pour le capitalisme à la fin. Donc, celui qui ne va pas en ce sens se place en position de perdant potentiel. C'est le système déjà en fait qui est comme ça. Donc, dans le système capitaliste, pour s'en sortir, il faut créer en permanence de la plus-value. Il faut se placer dans cette direction-là, parce que si vous n'êtes pas dans le couloir de celui qui veut créer de la plus-value, alors vous aurez un certain nombre de désavantages dus au système lui-même. Donc, je vais prendre là quelques exemples très intéressants que j'ai marqués là. Dans le système capitaliste, ne pas investir, c'est chaque jour s'appauvrir, surtout en tant qu'employé. Parce que chaque jour, votre force de travail, qui est limitée et est sujette à risque, s'affaiblit. Plus on vieillit, plus on s'affaiblit, et plus on devient malade, plus on est moins capable, en tout cas, de générer un salaire. Donc, investir et générer la plus-value, c'est concrètement s'enrichir et quelque part se mettre progressivement à l'abri au fur et à mesure que le temps passe. Ce qui est important de ne pas oublier, c'est la nature du capitalisme. Le capitalisme a pour but, comme on a vu plus tôt, d'optimiser les coûts de production et de geler ou de réduire les salaires. C'est un objectif, un but principal, d'un des buts principaux du capitalisme. Et de l'autre côté,
par le système en lui-même, il y a une inflation généralisée, c'est-à-dire tous les coûts en eux-mêmes augmentent au fur et à mesure que le temps passe. Et d'un côté, vous avez dans le salaire qui a une pression du capitaliste, qui est soumis à une pression énorme du capitaliste, qui veut réduire ce salaire-là. L'autre côté, vous avez l'inflation, qui est une hausse généralisée des prix, et qui, voilà, chaque année, voilà, concrètement, amène les prix, n'est-ce pas, à augmenter. Non. Un autre point vraiment important qu'il ne faut pas oublier, c'est que le système lui-même, et l'État, n'est-ce pas, a reconnu, l'État allemand, dans le cas d'espèce, est un État capitaliste. C'est vrai qu'on parle du social, on dit c'est un État aussi social, ça c'est vrai, mais c'est un État capitaliste aussi. Et ce qu'il fait, c'est qu'il taxe plus le travail qu'il ne taxe la plus-value. Très rapidement, si vous mettez à chercher, vous allez vous apercevoir que le Spitzensteuersatz pour les employés va jusqu'à 45%. Et le capital Ertragssteuer, donc concrètement la plus-value sur la taxe sur les dividendes, par exemple, c'est un peu moins 26 et quelque chose pour cent. Donc déjà aussi, ce point-là vous montre que plus vous touchez en tant qu'employé, plus vous êtes taxé. Mais celui, n'est-ce pas, qui vit des dividendes, par exemple, parce qu'il a investi dans des entreprises, lui, il est moins taxé. Il est taxé à maximum 26%, 27% s'il ne paye pas s'il n'est pas religieux, par exemple. Hein, parce que s'il est religieux, il doit payer le Kirchensteuer dessus. Mais je pense que je n'ai pas mis ça ici, je n'ai pas mis ça dans les 27%. Donc, en gros, c'est de ça qu'il s'agit. Le capitalisme d'État taxe plus le travail que la plus-value. Donc, vous avez d'un côté l'État, le capitaliste qui met la pression sur les salaires, vous avez de l'autre côté l'État qui taxe massivement les travailleurs. Et je pourrais aller beaucoup plus loin, mais bon, j'en reste là pour l'instant. Des questions concernant ce point? Donc, nous continuons avec des exemples concrets. Plusieurs études ont montré, je vous présente ici plusieurs études et plusieurs exemples, n'est-ce pas, qui vont vous montrer concrètement, vous donner des chiffres concrets. Nous prenons le CAC 40. Le CAC 40, c'est les 40 principales entreprises listées à la Bourse de Paris. Ces entreprises-là ont payé des dividendes entre 2009 et 2016, et sur 100% des dividendes qui ont été payés, des bénéfices qui ont été payés, 66% sont allés aux actionnaires, c'est-à-dire ceux qui ont investi dans le capital des entreprises, dans les actions des entreprises, et uniquement 5,3%, donc moins de 10% de ce qui allait aux actionnaires est allé aux employés. Vous voyez déjà, en fait, c'est les employés qui génèrent cette plus-value-là. L'actionnaire, lui, c'est la plupart, en fait, des actionnaires, c'est des gars passifs. Ils investissent, ils restent à la maison, mais la plus grande partie du bénéfice leur revient. De l'autre côté, les employés se lèvent chaque matin, vont travailler, sacrifient beaucoup n'est-ce pas, de leur vie chaque jour, perçoivent un salaire, mais à la fin, ils reçoivent moins de 10% de la véritable plus-value, n'est-ce pas, générée par leur travail. La majorité, 66%, vont aux actionnaires. Donc, je continue avec des exemples en ce sens. Et ici, je vous présente une comparaison. La hausse des salaires versus les performances du CAC 40, et concrètement dans l'augmentation de l'indice boursier du CAC 40. Donc, à gauche, vous avez l'augmentation des salaires. Et dès que vous donnez cette recherche ici dans google.fr, croissance des salaires dernières années, directement, une étude de Sciences Po vient là, et cette étude dit qu'au cours des 20 dernières années, le pouvoir d'achat du salaire net moyen des cadres a augmenté de 0,2% par an, celui des ouvriers de 0,4%, alors que le salaire net réel moyen des positions intermédiaires des employés diminuait respectivement de 0,4 à 0,1% par an. Bon, vous voyez là la source, n'est-ce pas, qui est derrière l'étude de Sciences Po, c'est l'INSEE, un institut tout à fait reconnu et officiel en France. Qu'est-ce que ça signifie? En fait, vous voyez bien, en gros, le pouvoir d'achat, n'est-ce pas, du salarié n'a pas augmenté sur les 20 dernières années. Mais alors, pas du tout. Donc, maintenant, à droite, je vous présente une autre étude, une autre source que j'ai trouvée. La performance du CAC 40. Les 40 premiers, comme j'ai dit, de l'indice boursier des 40 premières entreprises, n'est-ce pas, listées à la Bourse de Paris. En 30 ans,
la performance du CAC 40 a fait 430%. 430%. Et un exemple très intéressant que vous allez voir, si vous aviez investi l'équivalent de 100 000 euros en 87, donc il y a 30 ans, en tout cas dans l'étude, vous aurez aujourd'hui 430 000 euros brut sans rien faire ou presque. Donc ça dit déjà, ça montre déjà clairement la direction et la réalité. Ceux qui ont les moyens d'investir dans les indices boursiers, comme ceux du CAC 40, ont fait beaucoup plus de plus-value. La plus-value vraiment a été terrible. Et là, on parle uniquement de l'évolution de l'indice boursier. On ne parle même pas encore des dividendes. De l'autre côté, les employés, eux, voilà, on leur a maintenu leur salaire au regard de l'inflation. Ça a maintenu leur salaire. Ça, c'est important à comprendre. Si nous allons même plus loin dans l'étude de droite là, si nous retirons 2% d'inflation sur 30 ans, 81%, vous verrez que la performance, n'est-ce pas, de l'indice boursier est toujours de 350%. Ici, très clairement, voilà, ça ne peut pas être plus clair. Je pense pas que ça ne peut pas être plus clair. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport à cette page? Ok. Donc, nous continuons avec les exemples. À gauche, vous avez la même étude, n'est-ce pas, sur les salaires des employés, sur le pouvoir d'achat du salaire. Et à droite, vous avez différents types d'investissements qui ont été réalisés par différentes personnes, sur différents secteurs. Donc là, je vous ai marqué deux trucs intéressants. Vous voyez la performance des placements immobiliers sur 30 dernières années, 1988 à 2018. Les investissements immobiliers ont fait 402% de performance. Les actions ont fait 461% de performance. Ça, c'est actions sans dividende. C'est juste l'évolution du cours des actions. Quand on inclut les dividendes, ça va beaucoup plus loin. Mais bon, je ne sais pas vraiment le thème actuellement, mais déjà, ces deux points-ci, l'évolution de l'immobilier, l'évolution des actions, nous montrent, n'est-ce pas, concrètement, la direction et la réalité. Quand nous enlevons ici aussi 81%, n'est-ce pas, cette performance due à l'inflation, on se retrouve quand même avec une performance pour l'immobilier de 321% et une performance des actions sans dividende de 380%. Donc, ici aussi, clairement, vous avez une comparaison qui vous permet de voir, ok, l'employé, lui, maintient son pouvoir d'achat, celui qui a investi, lui, il accroît massivement son pouvoir d'achat et ses revenus. Donc, vous avez des questions ici? C'est un gars qui a Continental aussi avec nous. Babenhausen a toujours l'eau. Il faut quelqu'un nous mute le microphone là. Bon, lui, il fait aussi. Comme tout le monde est venu coach maintenant. Voilà. Allons-y. Il faut que quelqu'un mute son microphone là. Je vous prie de bien vouloir muter votre microphone là pour ne pas troubler la présentation. Voilà, on était à cette page-ci. Nous continuons donc avec la page suivante, qui est en quelque sorte un résumé. Le résumé, vraiment, c'est ces trois lignes-ci. Il serait ça dans un système capitaliste d'optimiser ses entrées et de les réinvestir, tout simplement. Par exemple, comme on a vu plus haut, dans les actions immobilières, je précise ici que je parle ici des actions immobilières parce que c'est le domaine en fait où j'ai un peu de l'expérience et il y a beaucoup plus de domaines que je maîtrise peut-être pas bien, dans lesquels on peut investir. On n'investit pas seulement dans les actions immobilières, mais c'est ce que je connais, c'est mon expérience, c'est ce que je suis capable de partager avec vous. Donc, c'est ça vraiment le facile. Il faut investir tout simplement. Et avant d'investir, il faut générer les moyens d'investir, et cela en se plaçant de manière correcte en tant qu'employé dans le système capitaliste. Par exemple, en faisant un plan de carrière et en considérant un certain nombre de paramètres. Je vais prendre maintenant plusieurs cas pratiques, 3 cas pratiques. Le premier cas pratique, c'est celui de Tamo, je vais l'appeler comme ça. Tamo quitte son Afrique natale et arrive en Allemagne en 2011 avec un compte cautionné de 6 000 euros. Il s'achète tout de suite un véhicule
une voiture, va en boîte de nuit 3 fois par semaine. Au bout de 2 années, n'ayant pas obtenu son examen de langue, son DSA, se voit sommé par la mairie d'aller retrouver sa famille en Afrique dans un délai de 3 mois. Tamo se ressaisit et décide, pour éviter le renvoi, de chercher une formation quelconque. Il accepte la première formation qui s'offre à lui, il l'achève et gagne sa vie comme décrit plus haut. Décrit plus haut, on a décrit en fait en principe ce que touche en moyenne quelqu'un qui a fait une formation. Il gagne donc Tamo 32 000 € en début de carrière et achève celle-ci 35 ans plus tard avec un salaire de 56 000 € comme chef d'équipe dans l'entreprise qu'il emploie. Tamo a toujours pensé que l'investissement en bourse et dans l'immobilier est très risqué, décide donc de ne point s'y investir et de ne pas investir du tout. Donc, nous allons donc simuler concrètement à quoi peut ressembler la vie de Tamo et nous nous basons sur un certain nombre de paramètres. Nous avons en Allemagne, on a vu plus haut les revenus, concrètement, je reviens vers le tableau là, c'était ici, on a vu que en moyenne, une personne qui n'a pas fait d'études, qui a fait une formation, touche en Allemagne, c'est 32 000 € début de carrière. Donc nous allons considérer vraiment ces salaires-ci qui nous ont été donnés par les études, n'est-ce pas, réalisées sur le lien que vous avez ici. Donc, nous avons donc ça comme paramètre de base, c'est le salaire donc de Tamo ici. Nous avons considéré que si Tamo est marié, il a une dame qu'il rencontre pendant qu'elle étudie, pendant qu'elle fait encore sa formation, et qu'il l'épouse, il se marie, et quand il se marie, il y a donc dans leur foyer 450 € de revenus en plus. Les deux ont donc un salaire brut que je mets là sur cette spalte. Ensuite, je dérive de là un revenu net et je mets en face de toutes ces entrées, je mets concrètement une étude, n'est-ce pas, publiée par le Statistische Bundesamt, l'Institut national de statistique allemand, qui dit quelles sont les dépenses moyennes en Allemagne pour un célibataire, hein, dit tout au début quand Tamo n'est pas encore marié, puisqu'il se marie, comme vous voyez ici, la deuxième année. Hein, voici les années ici en bleu. L'Institut statistique allemand aussi a recensé les dépenses, n'est-ce pas, des couples qui sont mariés mais n'ayant pas d'enfants. Aussi, quand plus tard Tamo et sa femme ont un enfant, je vais placer aussi ici les dépenses qui sont liées, n'est-ce pas, à une famille avec un enfant. Ensuite, il y a un deuxième enfant qui vient plus tard, et ainsi de suite. Donc, concrètement, j'ai essayé de simuler la vie de Tamo. Donc, d'un côté, les entrées, de l'autre côté, les dépenses. Et puisque Tamo est un Africain, la plupart d'entre vous savent bien que la plupart des Africains, concrètement, ont des dépenses liées, n'est-ce pas, à leur pays d'origine. Donc ici, j'ai essayé, n'est-ce pas, de mettre une somme. J'ai mis tout simplement une somme qui me paraît être assez acceptable pour considérer, pour pouvoir simuler toutes ces dépenses. Maintenant, je fais ici un solde par année. C'est-à-dire, un solde par année et je fais un solde total. Donc, concrètement, j'ai essayé d'interpréter dans la première ligne. Tamo est célibataire, il touche 32 000 €, il n'a pas de dame. Son revenu brut est de 2 667 €, son revenu net est de 1 800 €. Les dépenses, d'après l'Institut national de statistique, s'élèvent à peu près à 1 834. J'ai simulé ici, j'ai supposé qu'il habite ici dans la région de Francfort. Il envoie à peu près 1 000 € par an à sa famille au Cameroun et de l'autre côté, toutes ces dépenses-là donnent un certain solde par année. Le solde est déjà négatif dès la première année. Donc, il a un solde là, dès la première année de moins 1 400 €, 408 €. La deuxième année, il se marie, sa femme apporte 450 €, comme j'ai dit plus tôt, est concrètement encore en formation. Et toutes ces entrées sont donc en face d'une sortie standard de 3 259 € et concrètement des dépenses vers le pays qui donc augmentent de moins de 3 000 €. Donc, à la fin de la deuxième année, ils ont un solde très négatif
de moins 18 000 euros. Nous allons ainsi de suite. Ensuite, il y a un enfant qui vient, madame va dans Elternzeit, pendant congé parental, à une baisse de salaire de 33%, et ainsi de suite. Donc, nous simulons vraiment la vie de Tamo sur les 35 années, n'est-ce pas, d'exercice de travail. Nous avons dit plus haut que Tamo ne veut pas investir, Tamo mène une vie tout à fait normale, mais décide tout simplement de ne pas investir, c'est trop risqué et tout. Vous voyez aussi ici à gauche que Tamo a des augmentations de salaire régulièrement. Comme nous avons dit plus tôt, il finit sa vie en tant que chef d'équipe dans son entreprise. Donc, 3 ans naturellement avant la retraite, vous avez ici la toute dernière ligne qui simule la retraite. Et en principe, quand il va en retraite, 3 ans avant, il va en ce qu'on appelle Altersteilzeit, donc il réduit à peu près ses heures. Il travaille juste à 70%, pas à 100% les 3 dernières années avant sa retraite, ce qui est tout à fait normal en Allemagne. Donc, nous voyons ici que quand on fait cette simulation, on s'aperçoit que Tamo, de ses 30 ans jusqu'à ce qu'il ait 51 ans, il vit à crédit. Parce qu'en principe, les coûts de vie en Allemagne sont tels qu'il ne s'en sort pas. Donc, il est chaque fois obligé d'aller dans la dispo crédit, de faire des petits crédits pour aller en vacances, pour s'acheter une voiture, pour réparer sa voiture, pour s'occuper de sa famille. Et le pic de crédit qu'il atteint, c'est ici 91 000 euros. Quand plus tard les enfants, n'est-ce pas, sont un peu plus grands, j'ai dit ici à partir, n'est-ce pas, de la 14e année, sa femme va pas travailler à plein temps. Et là, ça rééquilibre, n'est-ce pas, la balance, n'est-ce pas, à la fin, ce qui fait que la dette donc commence à diminuer au point où, quand il a 51 ans, il redevient positif et commence à pouvoir épargner. Là, on parle vraiment ici de quelqu'un qui n'a pas fait qui ne fait pas de dépenses extra, qui, voilà, mène une vie vraiment moyenne, vraiment moyenne. Il ne construit pas de palais au pays, il ne construit pas de bâtiments au Cameroun ou en Afrique quelque part. Il est vraiment dans le standard. Il est vraiment dans le standard. S'il est vertueux, donc à partir de 51 ans, et qu'il cotise, ses enfants deviennent indépendants à partir d'un certain âge, 16 ans, ils vont en formation, plus tard ils deviennent complètement indépendants. Et lui et sa femme se concentrent sur la carrière, travaillent vraiment très dur, ils n'ont pas de maladie grave qui fasse en sorte qu'ils ne travaillent pas. Donc à la fin de leur vie, ils sont capables d'épargner 300 000 euros. En menant une vie normale, vraiment tout à fait. Donc comme je dis, c'est une simulation. Et voilà les paramètres que j'ai pris. Donc on s'aperçoit ici que le résultat est terrible. Les 21 premières années, les 20 premières années, n'est-ce pas, de couple de la famille, n'est-ce pas, Tamo, c'est une situation très difficile. C'est une vie vraiment à crédit. Donc, on prend un deuxième cas pratique. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer au deuxième cas? Est-ce qu'il y a des questions concernant ce point? Le cas pratique de Tamo. Bon, on y va, on continue. Nous prenons l'exemple de Chinda cette fois-ci. Chinda quitte aussi son Afrique natale, comme Tamo, arrive en Allemagne la même année avec un compte de 6 000 euros, avec un compte de caution de 6 000 euros, assoiffé de connaissances, et inquiet pour son avenir, se documente sur son pays d'accueil, sur l'Allemagne, pour comprendre où il est, en principe. Polyvalent, il peut, avec son bac scientifique, faire presque toutes les filières qu'offre l'université allemande. Il se renseigne donc sur la filière avec les meilleures perspectives d'avenir sur les 10 prochaines années. Il utilise pour cela les publications spécialisées, par exemple les VDI Nachrichten. Il commence donc avec le salaire qu'on a mentionné plus haut. Vous vous rappelez, le salaire, n'est-ce pas, de quelqu'un qui a étudié, c'est donc au départ 46 000 euros en moyenne. Donc ici, on se limite vraiment sur les données statistiques et sur les moyennes procurées par les études. Donc, nous allons donc simuler aussi, cette fois-ci, la vie, n'est-ce pas, de Chinda. Et nous disons ceci. Chinda, lui, Chinda, qu'est-ce qui se passe là? Ok, c'est bon. Donc, vous continuez de me suivre, non? Allô? Si quelqu'un peut me donner un feedback. Oui. C'est bon. D'accord, ok, c'est bon. Donc,
nous allons avec le cas de Chinda. Chinda, qu'est-ce qu'il fait? Lui, voilà, se concentre et, comme on a vu plus haut, la différence entre Chinda et Tamo, en principe, c'est que il a les mêmes revenus, il a les revenus de Tamo et un surplus. Vous vous rappelez ici, je vous remonte ça très rapidement. Vous avez une différence entre les revenus et ce que je fais, c'est que je prends Tamo tout simplement et j'ajoute la différence telle que présentée par l'étude. Donc, on revient dans le cas de Tamo ici. Donc, ensuite, on va vers Chinda. Chinda, donc, d'un côté, tout le côté-ci gauche ici, à partir de cette ligne-ci à gauche, c'est Tamo, la ville de Tamo telle qu'on l'a présentée avant. Et le surplus de Chinda. Le surplus de Chinda par an, au départ, c'est 14 000 euros et j'ai tout simplement mis la partie qui devrait lui revenir en net. C'est 7 700 euros. Et je dis, Chinda, lui, il est intelligent, il décide d'investir. Il dit, OK, je vais mettre sur toute ma vie de travailleur, sur mon surplus, je vais mettre 5 000 euros de côté pour investir. 5 000 euros de côté pour investir. Le reste du temps, je vais me battre, n'est-ce pas, tout simplement, comme Tamo aussi, voilà, tout simplement, non, d'une manière stricte. Je prends les revenus en plus, je mets 5 000 euros chaque année pour investir de côté, et le reste, je me bats tout simplement dans la vie, comme Tamo le fait aussi, avec des petits crédits ici, des petits dispo crédits là-bas, des trucs comme ça. Donc, vous voyez aussi ici que même l'académicien, hein, c'est aussi chaud sur lui. Et tout à fait, après, à 46 ans, à 47 ans, il revient dans le vert dès le moment où sa femme repart à plein temps. Il revient dans le vert, et à partir de là, n'est-ce pas, s'il est vraiment strict avec lui-même, il cotise régulièrement, il ne fait pas d'extra, il ne construit pas de château quelque part, non, il épargne son argent vraiment méthodiquement, régulièrement, et vit vraiment une vie tout à fait moyenne. Lui et sa femme travaillent, personne n'est malade. À la fin de sa vie, il peut atteindre 1,5 million d'euros cotisés. Maintenant, comme je disais tout à l'heure, Chinda, lui, il décide de mettre 5 000 euros de côté pour investir. Donc, nous allons donc voir ce que ça donne. Donc, voici cette ligne-ci, cette colonne-ci, montre ce que deviennent les 5 000 euros d'investissement par an de Chinda. Chinda, lui, la première année, il épargne 5 000 euros, la deuxième aussi, il épargne 5 000 euros, et à partir de 10 000 euros, vous pouvez investir comme les riches. Et les riches ont toujours, permanemment, ça je peux le confirmer en général, des placements où il y a une barrière à l'entrée, hein, en général c'est minimum 10 000 euros. Si vous avez ces 10 000 euros, vous pouvez investir comme les riches et investir à 6%, 7%, 8%, quelquefois, parfois même plus. Donc lui, il le fait, il épargne, n'est-ce pas, les 2 premières années, et dès qu'il a 10 000 euros, il décide, il investit donc, comme les riches. Et cet investissement lui donne 6% par an, qu'il réinvestit. Donc quand on fait cette simulation, à la fin, n'est-ce pas, des 35 années, il a donc 500, pas juste par son investissement, son épargne qui est réinvestie, il arrive aussi à 1,5 million d'euros, un peu plus d'1,5 million, 570 000 euros, à la retraite officielle, dans le cas des je choisis 65 ans. Mais vous vous apercevez déjà qu'après, à un certain moment ici, après, n'est-ce pas, que les enfants sont sortis de la maison et tout le reste, il tourne dans le rouge tellement qu'il pourrait, ici, à, disons, 28 années, à 58 ans, il pourrait aller à une retraite anticipée à l'étranger. Il pourrait prendre toutes ses épargnes et tout, les placer à 6% par an, avoir ses 42 000 euros et aller, par exemple, en Bulgarie, où les revenus en termes de dividendes, par exemple, sont taxés très bas et où le coût de vie dans certains coins est extrêmement bas. Vous pourrez vivre là-bas tout à fait de manière indépendante et ou aller dans d'autres pays où c'est moins cher. Donc lui, en fait, Chinda, lui, il a un avantage déjà concrètement par rapport à Tamo qu'on a vu avant. Maintenant, nous allons aller vers le troisième cas de figure. Ça, c'est le turbo. C'est Isomba. Isomba, lui, il a la base de Chinda, mais en plus, lui, il travaille en parallèle. Lui travaille en parallèle de son boulot et gagne 10 000 euros en plus par an. C'est ce que j'ai marqué ici en orange. Et il investit tout dans des moyens qui lui permettent de gagner sa liberté financière. Ici, je tiens à donner un petit... je donne une information intéressante ici. Je dis 20 000 euros suffit pour acheter chaque
chaque année, dans le cas des Samba, donc chaque 2 années, puisqu'il épargne 10 000 euros chaque année. Chaque 2 années, il a 20 000 euros et il investit dans un bien immobilier. L'immobilier bénéficie de 3 leviers. Levier en termes d'impôts, quand vous investissez concrètement un immobilier que vous placez, n'est-ce pas, en location, vous avez un avantage en termes d'impôts. Vous pouvez voilà, déduire de vos impôts un certain nombre de choses. Et surtout, quand vous revendez l'immobilier 10 ans plus tard, vous ne payez pas 5 francs d'impôts en Allemagne. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important à savoir. L'immobilier aussi bénéficie du levier du locataire, parce que le locataire, en principe, lui paye chaque mois, et avec une partie de ce qu'il vous paye, vous payez donc, remboursez votre crédit. Le même immobilier bénéficie du levier du crédit, puisqu'en principe, vous placez peut-être 20 000 euros et la banque vous donne 200 000 euros dessus. Donc, un argent que vous n'auriez pas eu directement, il aurait fallu peut-être cotiser pendant 10 à 20, pendant disons 20 ans pour avoir 200 000 euros. Pour avoir 200 000 euros, mais là, s'il place 20 000 euros, la banque lui donne 200 000 et avec là, il a un levier, il investit avec cet argent-là. Donc, on va simuler aussi les finances, n'est-ce pas, de Isomba ici. Et concrètement, on se fait la supposition suivante. On dit, Isomba, lui, chaque fois qu'il a 20 000 euros, il investit dans un appartement qu'il place, dans lequel il place un locataire. Et on a pris des conditions ici très mauvaises, très mauvaises ici. Actuellement, les bancaires sont très bas. J'ai fait une simulation ici avec 3% de TINS, 3% de TILGO sur 10 ans. Chaque 2 ans, il achète un appartement dans la région Francfort qu'il dépose. Chaque 2 ans, il le fait. Pendant les 10 premières années de travail. C'est ce qu'il fait. Maintenant, nous avons regardé dans les études qui sont là, qui est publiée là. Et on a regardé dans la zone des Sombres, on s'est aperçu que l'immobilier, c'est une étude qui compare déjà l'évolution des prix de l'immobilier dans le monde entier, et on a pris la moyenne allemande. Donc, et on s'est aperçu dans cette étude, donc, en considérant la période 2005-2015, on a une augmentation des prix de l'immeuble de 150%. 150%. Je tiens à dire ici que l'augmentation dans la région, dans les grandes métropoles, est certainement beaucoup plus grande que l'augmentation moyenne en Allemagne. Donc c'est une moyenne à mes yeux assez bonne ici, les 150% là sur 10 ans. Nous prenons donc, faisons donc une simulation, nous disons, ok, l'immobilier qu'il a acheté à l'année 2, l'an 2 de son année de travail, cet immobilier-là, il peut la revendre 10 ans plus tard, l'année 12, et encaisser totalement la plus-value. Nous disons donc, ok, la valeur de l'appartement était 200 000 euros, il y a eu une augmentation, n'est-ce pas, de la valeur de l'appartement de 150%, ce qui fait que l'appartement peut être revendu tout à fait normalement, et c'est la réalité des prix, à 300 000 euros. Entre-temps, le crédit a été payé, principalement par le locataire, et il reste là un résidu de 130 000 euros. Donc, il peut donc faire ce que j'appelle une culbute, c'est-à-dire une plus-value vraiment nette d'impôt et une plus-value tout à fait considérable de 170 000 euros qu'il peut mettre dans sa poche. Mais il ne le fait pas plus, il est assez sage. Il va donc l'année suivante réinvestir sur les 170 000 euros, il réinvestit 150 000 euros et achète, utilise le même levier, et achète un bâtiment d'1,5 million. Dans les mêmes conditions, comme je dis, des conditions tout à fait pas très bonnes, puisque si on compare le marché actuel, mais je prends ça comme une moyenne. 2 ans plus tard, puisque vous vous souvenez, chaque 2 ans, il achète un appartement. L'année 2, il achète, l'année 4, il achète aussi un appartement. 2 ans plus tard, dans l'année 14, il peut revendre le deuxième appartement qu'il a acheté. J'ai supposé ici au même prix, j'ai pris 150%. Et refaire la même opération et réempocher cette fois-ci aussi 170 000 euros, tout à fait sans impôt. Comme il est intelligent, il réinvestit sur les 170, il réinvestit 150 000 dans un bâtiment et dans les mêmes conditions. Sauf que cette fois-ci, il va voir le banquier, il lui dit, bon voilà, je ne vais plus faire
3% de Tilgum comme la fois passée, comme les fois d'avant, mais je veux, n'est-ce pas, avoir juste 1% de Tilgum. Ça, c'est quelque chose qu'il peut faire. Et il dit au banquier, j'ai déjà un certain nombre d'immobiliers avant qui ont, hein, par exemple, le numéro 6 ici, 8, 9 et 10, pardon, 3 immobiliers, qui ont déjà été payés. Hein, le crédit de ces immobiliers a été payé et le banquier peut prendre ces immobiliers-là comme étant comme sécurité, au moins ces immobiliers comme sécurité, et dit voilà, une partie du crédit a été payée, donc en principe, lui, il a des le mot manque en français, ne me vient pas en français, mais en principe, j'espère que vous comprenez ce que je parle là. Il est assez liquide, il est assez lourd financièrement pour que le banquier dise que oui, j'accepte 1% uniquement de Tilgum. Et là, il peut donc empocher, s'il a fait un bon investissement, hein, 2% de Tilgum par an, ce qui devient pour lui du revenu passif. Là, on parle ici, pour un bien de 150 000, d'1,5 million, de 30 000 euros. L'année suivante, encore, il revend l'appartement numéro 3. Il a acheté la 6e année, il revend et il refait la même opération. Et là, il a 170 000 euros aussi, en net d'impôt. Et il peut refaire le même truc. Il va voir le banquier, cette fois-ci, lui dit, voilà, j'achète un bâtiment. Et là, il le fait de manière professionnelle. C'est-à-dire que là, on parle d'1,5 million. Il peut vraiment agir comme un professionnel à ce niveau, payer des professionnels pour qu'ils le fassent vraiment. Donc, et il dit au banquier, cette fois-ci, je veux payer uniquement les intérêts et tout le Tilgum, tout, n'est-ce pas, la plus-value, je l'empoche. Donc, j'ai supposé ici 3%, qui correspondent à 45 000 euros. Ce qui signifie donc concrètement que Essomba, l'intelligent, lui, à partir, n'est-ce pas, de cette année, la 17e année, lui, il a 75 000 euros, tout à fait passif, tout à fait de manière passive, et ces 75 000 euros là tombent chaque année. Et vous voyez qu'il peut continuer, hein, puisqu'il a investi déjà chaque 2 années avant, il achetait concrètement des appartements, c'est la phase d'investissement, et il peut continuer le jeu. Il revend chaque année, il revend que les 10 ans arrivent, il revend un appartement, il met 170 000 euros en poche, il revend 170 000 euros en poche. Et beaucoup plus tard, puisqu'il a acheté son premier bâtiment d'1 million d'euros, d'1,5 million à l'année 13, l'année 23, il peut revendre ce bâtiment. Il revend ce bâtiment, et si on suppose les mêmes paramètres, c'est-à-dire évolution du prix de l'immobilier de 150%, on voit ici une plus-value qui est tout à fait possible et certainement réalisable d'1,2 million d'euros. Bon, j'ai arrêté la simulation là parce qu'en principe, l'objectif est de vous montrer concrètement ce qui est possible avec l'immobilier, d'après, n'est-ce pas, les études hein, que j'ai placées là, et concrètement la réalité du terrain. Donc, ce qui est naturellement critique ici, c'est de savoir investir. C'est-à-dire, comment est-ce que j'investis dans l'immobilier sans, comme vendre un short immobilier, comment est-ce que j'investis dans l'immobilier de manière à ce que dans 10 ans, la valeur n'est pas baissée mais plutôt augmentée. Comment investir dans l'immobilier? L'Allemagne aura un choc démographique. Dans les dizaines d'années à venir, l'Allemagne va perdre plus de 6 millions de population. Donc, il ne faut pas investir n'importe où. Donc, il faut concrètement savoir investir. Donc, en ce sens, donc, personnellement, je me suis formé dans l'immobilier, donc je suis professionnel de l'immobilier, et je peux accompagner voilà, celui qui le souhaite, n'est-ce pas, tout à fait gratuitement. Hein. Si quelqu'un veut acheter son immobilier là, peut venir me voir, me contacter, vous avez mes contacts, et je peux tout simplement regarder votre cas et vous présenter les données statistiques qui vont vous permettre de savoir si votre immobilier la valeur de votre immobilier va augmenter ou baisser dans les années à venir et tout le reste. Donc, j'ai une formation, par exemple, de VET et Mittler, que je suis capable de calculer la valeur d'une maison, d'un appartement, d'un bien immobilier en Allemagne. Et j'ai d'autres formations aussi qui vont dans le même sens. Je suis aussi voilà, investi professionnellement dans l'immobilier, donc en tant que macler aussi. Je peux accompagner quelqu'un s'il le souhaite dans le domaine. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant, n'est-ce pas, ce calcul-ci?
question. Donc, là, j'ai fini, n'est-ce pas, la présentation. J'ai fini la présentation. Est-ce qu'il y a en général des questions concernant la présentation, en général, ou des remarques? Bon, s'il n'y en a pas... J'avais une question. Oui, vas-y. Oui, est-ce qu'on devrait au fait s'attendre que sur les 10, 20, 30 prochaines années, que les valeurs justement des maisons vont continuer à monter comme elles montent, ou alors effectivement juste un effet de hasard, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut expliquer ce qui s'est passé jusqu'à actuellement, quoi. Ok, Hervé, ça c'est... Hervé, je me présente Hervé. D'accord, Hervé. Vraiment, merci pour la question. C'est une bonne question. En principe, il n'y a actuellement personne qui peut dire à quoi va ressembler le marché de l'immobilier dans 10, 20, 30 années. Personne ne peut le dire. Mais il y a des statistiques, n'est-ce pas? Il y a des études qui sont menées par des scientifiques, par des gens du domaine, et qui ont fait une carte de l'Allemagne et qui disent que, OK, dans tel domaine, on attend une augmentation de la valeur de l'immobilier, même malgré les conditions actuelles. Malgré les conditions actuelles, les conditions, comme vous connaissez, les prix de l'immobilier ont flambé. Il y a des études qui disent aujourd'hui, dans cette période-ci en tout cas, que d'ici 10 ans, dans le secteur, par exemple, de Francfort, pas toute la zone, il y a des sous-zones dans la zone Francfort où le prix de l'immobilier va baisser. Mais c'est des études, n'est-ce pas, qu'il faut avoir. Si vous avez ces études-là, vous pouvez dire, OK, qui a publié l'étude? Si c'est un institut en qui vous avez confiance, vous pouvez donc utiliser cette étude-là en fait pour dire, OK, si j'achète l'immobilier à tel ou tel endroit, la valeur va augmenter dans 10 ans. Donc, il y a des études, en principe, c'est important, en principe, c'est important de se baser sur les études scientifiques. C'est ma manière de travailler. Vous avez remarqué toutes mes présentations, je fais l'effort d'avoir toujours des sources à tout ce que je dis et de tout sourcer concrètement et de ne pas me baser sur ce qu'on appelle le bas au reful, mais toujours dire, OK, qu'est-ce que les études disent? Donc, en fait, c'est ma manière de travailler. Et pour répondre, pour vraiment donner un facile à ma réponse, les études, en fait, il y a des études pour ce point-là, pour cette question-là. Et voilà, si tu souhaites approfondir, tu peux me contacter en privé, peut-être demain, disons à partir de 12h ou 13h, et on en parle. Mon numéro est affiché au début de la présentation. D'autres questions? Ok, je le ferai. Merci. D'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je m'en vais présenter les prochaines conférences. Nous avons déjà eu... Il y a quelqu'un qui a envoyé une question dans le chat. Je ne sais pas si tu as vu ça. Ok. Voyons voir. Un instant. Chat, c'est ici. Je ne sais pas. Pour le mettre le volume d'espérant pas. Oh, le volume est bas. Ah non, quelqu'un d'autre a dit le volume est bon. Ok. Dans la question de Sorel ici, comment mesurer le niveau de fiabilité des études, surtout dans le domaine de l'immobilier? C'est une bonne question. Comment mesurer le degré de fiabilité de l'étude? En principe, il faut peut-être prendre plusieurs études de différents instituts et les comparer. C'est le seul moyen qui me vient à l'esprit là. Il faut comparer les études et concrètement se baser sur... bon, à la fin, personne n'a une boule de cristal. À la fin, c'est une étude, elle vaut ce qu'elle vaut. Si on en a deux sur la table, c'est beaucoup mieux qu'une seule. Ok, d'accord. Donc, je continue. Oui, une dernière question. Oui. Ces informations-là sont-ils accessibles ou ce n'est que des informations qui se traitent ou alors qui se communiquent en interne ou alors il faut être abonné à des newsletters bien particuliers? Oui, non, en principe, si tu es professionnel de l'immobilier, tu te documentes.
tu te documentes, tu achètes ce qu'il faut acheter. Il y a des informations qui sont libres. Il y en a d'autres que tu n'as que si tu es abonné à un certain nombre par exemple, de Zeitungen, de journaux spécialisés. Donc, en principe, c'est comme d'habitude, celui qui est spécialisé dans le domaine va avoir les études et va pouvoir les présenter à celui qui veut. Comme je dis, moi, mon offre, en principe, c'est de dire, vous n'êtes pas très nombreux, celui qui veut acheter son immobilier et qui souhaite que je lance un coup d'œil, n'est-ce pas, sur ces chiffres, peut me contacter, tout simplement. Je vais lui présenter les études et on va regarder ensemble, voir si l'immobilier qu'il choisit va dans le sens des études, c'est-à-dire qu'il aura une grande plus-value dans les années à venir. D'autres questions? Donc, on y va. Je finis donc avec les prochaines conférences. Donc là, vous avez eu la semaine passée les 13 métiers secondaires qui payent même en temps de crise. Aujourd'hui, nous venons de finir la conférence sur les principales erreurs financières des Africains en Europe. Quelques pistes, des exemples. Vous avez vu les exemples et les pistes. La prochaine conférence a pour intituler « Peut-on utiliser les impôts pour payer ses vacances ?» Ça sera une conférence, je pense, très intéressante. On verra bien. Les autres, la suivante, je vous l'ai présenté déjà en gros la semaine passée. Les deux suivantes. Ce qui est nouveau ici, c'est le guide de l'investisseur de Christian Pendai-Coka. Christian Pendai-Coka écrit un guide de l'investisseur pour le Cameroun. Donc, j'ai pris attache avec lui. Je vais donc recevoir un exemplaire de ce guide de l'investisseur que je vais vous présenter ici à une date ultérieure. Je n'ai pas encore chiffré la date, je n'ai pas encore marqué la date ici. Et tout. Ensuite, la prochaine conférence sera sur les revenus passifs. Ça aussi, ce n'est pas encore daté. On va évoluer d'abord un peu avec les autres conférences et ensuite, on va dater ça. Voilà. Donc là, j'en ai fini avec ma présentation. Est-ce qu'il y a des questions générales ou sur le contenu? Voilà. Bon, s'il n'y a plus de questions, on va en rester là pour cette fois-ci. Nous avons fait 1 heure de temps. C'est bon. Voilà, je vous souhaite une bonne suite de week-end et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.